Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve sur Squad, mais pas pour du gameplay, plutôt pour un petit guide, un tutoriel. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais là j'avais envie, vu qu'il va y avoir pas mal de nouveaux joueurs normalement avec la 9.0, les week-ends gratuits et tout ça, je me dis qu'un tutoriel pourrait être pas mal. Alors tous les tutoriels que j'ai déjà fait pour les débutants sont encore pertinents pour la plupart, puisque le jeu a pas changé dans ses fondements. Donc si vous êtes vraiment débutant, allez voir d'abord ces tutoriels-là, enfin je vous encourage à le faire. Ce tutoriel-ci est plutôt pour niveau débutant intermédiaire, parce qu'on va parler des chiffres un petit peu cachés de Squad. Donc il faut déjà avoir les notions de savoir ce que c'est une hab, une fob, les points de spawn, les drapeaux, les modes de jeu, la différence un petit peu entre les classes. Je vous encourage d'abord à aller voir ces tutoriels-ci. Mais on va commencer, en gros, qu'est-ce qu'on va aborder ? On va aborder les mathématiques un petit peu cachées ou les distances un peu cachées, les mécaniques de gameplay un peu cachées de Squad qui sont pas indiquées dans le jeu, qu'il faut aller fouiller un petit peu sur le wiki, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est là où vraiment j'ai les chiffres précis, je les ai tous trouvés sur le Squad wiki, c'est ma source, donc c'est ça et mon expérience. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui sont obsolètes. Si c'est le cas, je m'excuse d'avance. Normalement, il y a tout qui est ok, mais vu que c'est un wiki, on n'est jamais sûr à 100%. C'est pas source développeur puisque eux les donnent pas forcément. Bref, on va commencer avec des notions de gameplay de base. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de la santé, comment fonctionne la santé au niveau des cooldowns, des timers, des rapidités de patch, etc. Ensuite, on va évoquer aussi les drapeaux et les tickets, combien il faut être pour capturer, tout ça. Et puis, on va finir avec les principes de construction, précisément des hubs et des fobs. Comment ça fonctionne, comment on les désactive, comment on les proxy, comment on les... Enfin voilà, tous ces petits timers et toutes ces petites mécaniques de gameplay qui sont un petit peu cachées. On va voir un peu tout ça, et puis des petites choses... des petites bricoles sur le côté aussi. Et donc je vous propose de commencer avec les chiffres cachés un peu du gameplay, ou des notions un petit peu enfouies qu'il faut aller chercher, avec des choses... on va commencer par les choses un petit peu évidentes. Mais typiquement, c'est un truc tout bête, mais la couleur des chargeurs, vous savez que blanc c'est plein, ensuite ça part jaune, orange, rouge, et on sait jamais trop, mais en gros c'est quand même associé à des chiffres assez précis. Et en gros, quand vous êtes jaune, c'est que vous avez juste tiré quelques cartouches. Quand vous êtes orange, vous avez un tiers du chargeur, il vous reste plus qu'un tiers du chargeur, et quand c'est dans le rouge, il reste 3 balles ou moins. Alors maintenant, les transitions de couleurs se font un peu plus en dégradé. Avant, c'était vraiment jaune, orange, rouge. Là, maintenant, c'est un peu plus en dégradé, mais comme ça, vous avez l'idée que quand vous êtes dans le orange, vous êtes à moins d'un tiers. Et rouge, 3 balles ou moins. Donc rouge, vraiment rechargé, considérez qu'il n'y a plus rien. Voilà, c'est des petites notions. Ensuite, vous avez le compas. Ça, je trouve, c'est assez intéressant de le savoir aussi. Quand vous êtes, par exemple, anti-tank, et que vous avez spot un tank, vous le mettez sur votre map, vous demandez à votre SL de mettre un marqueur dessus pour avoir la distance. Sachez que cette distance, elle est tronquée. C'est-à-dire que déjà, elle est tronquée, et par palier, vous avez des paliers de précision qui augmentent selon la distance à laquelle se trouve ce marqueur. Et là, vous avez le tableau. Donc, si votre marqueur est à moins de 30 mètres, ça va être précis au mètre. S'il est entre 30 et 100 mètres, ça va être précis à 5 mètres. Entre 100 et 300 mètres, ça va être précis à 10 mètres. Et à plus de 300 mètres, ça va être précis à 50 mètres. Et en sachant que c'est une troncature. Et une troncature par rapport à un arrondi, la différence, c'est que si vous êtes à 349 mètres, il ne va pas arrondir à 350. Il va faire une troncature à 300 mètres. Donc ça découpe tout ce qui dépasse, une troncature. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de maths de première au lycée, c'est à peu près ça. Et donc, sachez que si vous êtes à plus de 300 mètres, il va falloir que dans vos têtes, vous vous dites « je suis entre temps et temps ». S'il indique 300, vous sachez que vous êtes entre 300 et 350. S'il indique 450, vous êtes entre 450 et 500. C'est important, surtout si vous êtes AT ou tireur de précision et que vous avez une cible assez précise, assez loin. Et voilà, 50 mètres, ça peut faire la différence. Donc, gardez ça en tête. Au niveau de ces échelles, c'est toujours des fourchettes. Après, si à 10 mètres, normalement, vous avez moins de soucis, quoi. Si la cible est à 90 mètres, ça devrait bien se passer.
mais c'est important d'avoir en tête ce petit détail, je trouve. Ensuite, au niveau de la stamina, alors là c'est assez évident aussi, je vous ai trouvé un petit tableau qui explique comment la stamina se régène et comment elle se consomme, comment elle se consume. Et donc, bon, c'est assez évident, mais en gros, à gauche, vous avez Movement Status, donc Still, c'est immobile, Walking, vous marchez, Sprinting, Jumping, vous sprintez ou vous courez ou vous sautez. Donc, si vous êtes immobile, debout, vous régénérez doucement, accroupi, un peu plus vite, couché, encore plus vite. Si vous êtes en train de marcher et que vous êtes debout, vous régénérez doucement, accroupi, très doucement, et couché, vous ne régénérez pas. Et si vous êtes en train de sprinter ou de sauter, vous perdez tout dans tous les cas. Donc ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est que le seul moment où vous n'êtes pas en train de régène, c'est quand vous êtes couché en train de vous déplacer. Sinon, tout le reste, ça régène, à part quand vous sprintez et que vous sautez, où là, vous en perdez. Mais sinon, tout le reste, ça régène. Et un truc qui est intéressant, c'est que si vous êtes immobile, vous régénérez plus de stamina si vous êtes accroupi que debout. Alors encore plus couché, mais par contre de position couchée pour se remettre debout, c'est un peu plus long que d'accroupi à debout. Et moi j'ai l'impression que, admettons vous êtes en train de faire une longue marche et vous voulez attaquer un point, bah, avant de lancer l'assaut, ce que vous pouvez faire c'est vous accroupir, régénérer votre stam et vous remettre debout pour attaquer. Comme ça, bah, vous êtes plus précis, vous êtes plus rapide, vous avez tout qui est à fond. Et voilà, plutôt que de continuer en marchant, où là la régène va être plus lente et vous allez vous exposer, ou de vous coucher, où là vous allez remettre du temps à vous relever, bah vous vous mettez juste un genou à terre, ça régène la stamina et vous repartez. Je pense que là c'est le truc un petit peu optimal. Donc ce petit tableau, voilà, il dit pas grand chose, c'est vraiment intuitivement, c'est logique, donc ça montre que Squad est parfois intuitif et logique, c'est bien. Et ben voilà, là, s'accroupir, c'est bien. Ensuite, un truc qui paraît évident mais qui ne l'est pas forcément au niveau de la suppression, vous avez un truc assez simple, c'est que plus le calibre est gros qui vous tire dessus, plus l'effet de suppression est important. Jusqu'ici tout va bien. En revanche, si vous êtes à moins de 10 mètres d'une personne qui vous tire dessus, il n'y a pas de suppression. Donc ça c'est intéressant. Et bon, ça c'est plus un point de vue pratique pour les combats vraiment corps à corps. Par contre, un fait important, c'est si c'est un tir allié, il n'y a pas de suppression, quelle que soit la distance. Donc si quelqu'un vous canarde de loin et que vous n'avez pas d'effet de suppression, ben, ça devrait vous faire tilt et vous pensez à ouvrir votre map et chouf si c'est pas un pote qui est en train de vous prendre pour un ennemi. Ça c'est un truc intéressant, voilà, vous savez que si vous n'avez pas d'effet de suppression alors que ça vient de loin, ben c'est très certainement un allié qui vous tire dessus. Ça, c'est des trucs un petit peu cachés aussi, que Squad ne nous apprend pas. Maintenant, ouais, on va toujours être dans les petits détails de gameplay. Il y a un truc intéressant à savoir. On va parler un petit peu lance-grenade et lance-roquette, mortier aussi. Mais en gros, au niveau de la portée, vous savez par exemple, les missiles guidés, donc tout ce qui est TOW, cornet, etc. Enfin, justement, à part le cornet. Mais les TOW, donc les missiles guidés à laser ou à câble, ils ont une portée de 1750 mètres, donc c'est beaucoup, mais ça peut ne pas suffire dans certaines grandes maps. Donc 1750 mètres pour tous les lance-missiles guidés, à part le cornet russe, qui lui a un peu plus de portée, il est à 1950. Donc vous avez moins de 2000 mètres en gros de portée. Voilà, c'est un détail, mais c'est intéressant. Aussi au niveau des lanceurs, lance-grenade et lance-roquette, sachez qu'il faut être à plus de 15 mètres de la cible, sinon il y a une sécurité et l'engin n'explose pas. Donc voilà, mettez-vous, moi je dirais à plus de 30 mètres, histoire d'être sûr, parce qu'à 15 mètres, vous pouvez vous prendre quand même des petits sharpnels dans la tronche qui font pas du bien. Donc éloignez-vous quand même, mettez 25-50 mètres pour être tranquille. Mais voilà, l'engin explosif ne se déclenche pas par sécurité si vous êtes à moins de 15 mètres. Donc si un char qui vous passe devant, bah, ayez pas le réflexe de tirer tout de suite. Reculez, laissez-le partir et voilà, prenez votre temps. Après au niveau de la portée, j'ai regardé pour les mortiers, ça peut être intéressant si vous allez faire une squad mortier, bah sachez que la portée c'est 1250 mètres. Donc avant de les installer, vérifiez que vous êtes bien dans la range de vos cibles éventuelles. En gros, sur la plupart des maps, ça prend un gros quart de la map, hein. Au niveau du rayon, ça fait un gros cercle quand même, où vous couvrez un quart voire plus de la map. Donc voilà, ça peut être intéressant quand même de l'avoir en tête. Voilà, ça c'était pour les détails un petit peu de gameplay. Maintenant, on va parler de la santé. Dans la santé, il y a 2-3 trucs à noter aussi.
Bon, bah, le truc logique, c'est que si vous êtes blessé, votre vision est détériorée, votre stabilité de l'arme est moins bonne. En revanche, si vous êtes grand blessé, vous n'avez pas de régène de stamina. Donc ça c'est important aussi, on le verra plus tard. Si vous, au niveau des bleeds, comme ça fonctionne, c'est que si vous avez moins de 75% de votre vie et que vous recevez plus de 10% de dégâts, là vous avez un bleed. Donc c'est des maths, en gros, ça normalement vous n'en avez jamais besoin, mais je trouve intéressant de savoir comment fonctionne le bleed. C'est pas un type de dégâts, c'est pas un endroit du corps où vous êtes blessé, c'est vraiment mathématiquement, si vous avez moins de 75% de votre vie et que vous recevez plus de 10% de dégâts, vous avez un bleed. Voilà, c'est comme ça que le bleed se déclenche. Ensuite, au niveau du quand vous êtes justement plus en bleed mais que vous êtes mort, mais que vous n'êtes pas mort, donc quand vous êtes incapacité au sol, vous avez un cooldown de 300 secondes, donc c'est 5 minutes, et ces 300 secondes là, donc elles permettent à éventuellement un médecin ou un collègue de vous réanimer. Mais la manière dont ça fonctionne, parce que des fois vous n'arrivez pas à avoir 300 secondes, si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que vous avez déjà, on vous a déjà mis à terre. Vous avez déjà passé du temps sur ce cooldown et quelqu'un vous a revive, et ensuite si vous êtes mort à nouveau, vous reprenez le cooldown où il en était. Hein, donc si vous avez perdu 50 secondes la première fois que vous êtes mort, bah, la deuxième fois vous allez repartir à 250 secondes restantes. Donc le truc s'épuise en fait à chaque mort, et en fait pour le reset à 300 secondes il faut être mort et respawn sur n'importe quel point de spawn. Mais voilà, c'est comme ça qu'on le reset, c'est pour ça que des fois il est pas à max, et que par exemple juste le médecin vous soigne, vous faites 10 mètres, vous en reprenez une, et là paf, vous tombez, vous avez juste 5 secondes et vous retournez dans le menu. C'est sans doute à cause de ça. Ensuite, un autre truc intéressant, c'est que quand on vous réanime, ça vous met 20% de vie. Donc 20% de vie, c'est très peu, vous êtes grand blessé, donc vous n'avez pas de régène de stamina, vous avez la vision qui est détériorée, et la stabilité de votre arme est complètement pourrie. Et c'est pour ça que c'est mieux quand un médecin, alors ça dépend des cas, hein, il y a dans certaines situations, c'est mieux de patch tout le monde et ensuite aller les soigner, parce que, admettons, il faut absolument qu'ils se mettent à couvert, parce que votre smoke, elle va partir, et donc vous n'avez pas le temps. Mais si vous êtes à peu près à couvert et que vous avez le temps, en tant que médecin, essayez plutôt de patch le mec à terre, et ensuite tout de suite lui donner la vie. Comme ça, la personne que vous venez de réanimer, elle est en pleine capacité pour défendre la position pendant que vous réanimez une deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Plutôt que de patch tout le monde, mais il y a tout le monde qui est un gros naze, et d'ensuite soigner tout le monde. En général, mieux vaut se faire une personne à fond, une deuxième personne à fond, si la situation le permet évidemment. Hein. Si vous êtes au milieu de la rue et que ça canarde de partout, vous faites ce que vous pouvez. Ah oui, après un détail au niveau du médic, c'est que le médic il patch 50% plus vite, donc 1,5 fois plus rapidement que n'importe quelle autre personne avec ses patchs. Et il en a plein sur lui. Donc ça, c'est aussi pour ça que si vous êtes à côté d'un médecin et que vous êtes en bleed tout d'un coup, ça vaut le coup de plutôt laisser le médic vous patch. Parce que lui il va aller beaucoup plus vite, et donc vous serez plus rapidement opérationnel, plutôt que vous allez vous allez enlever votre arme, prendre votre patch, être absent en fait, inefficace sur le terrain pendant plus longtemps. Donc voilà, vous êtes plus efficace si c'est le médecin qui vous patch en tant qu'équipe. Voilà, pour la santé, je crois qu'on a fait le tour des chiffres un peu cachés. Maintenant on va parler drapeau et tickets. Donc je vous ai retrouvé encore un tableau qui est sur le wiki. Alors vous voyez, hein, version 2.14, on est version 9, donc c'est un peu vieux. J'espère que c'est toujours à jour, moi j'ai l'impression que oui, parce que c'est depuis la mage où on peut capturer un drapeau, plus on est sur un flag, plus on capture vite. Et je crois pas que ces chiffres aient changé depuis. S'ils ont changé, faites-le moi savoir dans les commentaires, je le mettrai à jour. Mais a priori, ces chiffres-là sont toujours corrects. Comment ça fonctionne? Donc en gros, déjà il y a la différence entre un drapeau neutre et un drapeau ennemi. Si un drapeau est neutre, admettons, vous êtes en Random Advanced and Secure, le premier drapeau que vous allez capturer est forcément neutre, une personne peut le capturer. En revanche, je voyais que sur le tableau, donc c'est la ligne rouge, on va dire rouge qui est pleine, ça va mettre 220 secondes s'il est tout seul. Si vous êtes à 8, ça en met la moitié, moins de la moitié. Donc plus il y a de monde sur un point, plus vous allez le capturer vite. C'est ces chevrons là, vous avez jusqu'à 5 chevrons, plus vous avez de chevrons, plus ça capture vite. Et ça dépend du personnel que vous avez sur place. Maintenant c'est un peu différent si le drapeau est ennemi. Si vous arrivez sur un drapeau qui a déjà été capturé par l'ennemi, il va falloir être au moins 3
pour le capturer. Et s'il y a une présence ennemie, il faut être 3 de plus que les ennemis. Donc par exemple, si ils sont 4, vous, il va falloir que vous soyez 7 ou 8 pour être 3 de plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus il va y avoir d'ennemis, plus vous allez capturer lentement également. Enfin, dans le sens où ça va annuler. S'ils sont 4 et que vous êtes 8, vous allez capturer que comme si vous étiez 4. Ils vont vous faire un moins 4 en fait sur le tableau. Donc à 8 contre 0, vous allez capturer plus vite qu'à 8 contre 4 en gros. Et il faut être 3 ou 3 de plus que l'ennemi pour capturer un drapeau ennemi. Ensuite, un autre détail qui est important, alors ça c'est pas un truc caché parce que vous l'avez dans le décompte des tickets, si vous ouvrez votre menu au-dessus de votre map, vous avez un petit ticket là, vous pouvez tout voir. Mais donc si vous capturez un drapeau qui est neutre, ça vous fait plus 20 points. Et si vous capturez un drapeau qui est ennemi, ça vous fait plus 50 points. Et là ça en fait c'est assez intéressant parce que ça veut dire que si vous capturez un point qui est neutre, il faut le défendre. Et donc si vous êtes en Random Advanced Secure et que vous rushez le niveau 4 voire 5, ou 5 il y aurait encore moins de défense normalement, et que vous capturez le point, vous allez capturer un point neutre, donc vous allez gagner 20 points. Mais si c'est pour le perdre droit derrière, vu que vous l'avez capturé, l'ennemi lui va capturer un drapeau ennemi, et donc il va gagner 50 points. Donc vous avez gagné un drapeau, c'est bien, mais en gagnant ce drapeau, vous avez fait perdre 30 points à votre équipe en gros. En tout cas dans la balance, l'équipe ennemie en a gagné 30 de plus que vous. Donc c'est pas une victoire. C'est pour ça que si vous capturez un drapeau neutre, il faut partir du principe que vous allez le défendre. Par contre, si vous capturez un drapeau ennemi, là c'est tout bénef. Puisque même si vous le faites reprendre après, au pire ça fait égalité quoi. Mais disons voilà, si vous capturez un drapeau neutre, si vous rushez le drapeau 4 par exemple, voir si vous êtes audacieux vraiment et que vous allez chercher le 5, mettez en place une bonne défense parce que dans l'équation, vous allez pouvoir potentiellement perdre beaucoup de tickets. Surtout si vous perdez par exemple 5 et 4, là vous perdez 60 tickets dans l'échange. Et donc c'est énorme. Donc voilà, quand on capture un drapeau neutre, il faut le défendre. Et quand on capture un drapeau ennemi, il faut être 3 ou plus pour le prendre. Et 3 de plus que l'ennemi pour le décap par exemple si c'est un drapeau ennemi. Et drapeau neutre, vous pouvez le prendre même si vous êtes tout seul, même s'il y a des ennemis d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, mais un drapeau neutre peut être capturé par une seule personne, même s'il est entouré de 157 000 ennemis, c'est pas grave, faut juste qu'il se faufile en zone de cap et tout seul il pourra le capturer, il le fera lentement, il mettra 220 secondes, mais il le fera. Voilà, ça c'est pour les drapeaux. Maintenant, on va parler un petit peu de construction de hub et de fob, comment ça fonctionne tout ça, qu'est-ce qui est caché, quelles sont les mécaniques cachées et les chiffres un petit peu méta de squad par rapport à ça. Bon, déjà, un truc à savoir, c'est que tous les éléments dans squad se construisent en 3 niveaux. Souvent, on parle d'étages. Par exemple, vous allez souvent entendre hub, un étage déconstruit. Ça veut dire que vos collègues ont décreusé. Décreuser, ça veut rien dire. En plus, ça, c'est des mots qui sont propres à squad. C'est parce qu'on a une pelle. Mais en fait, on a détruit le premier étage. C'est-à-dire qu'on a déconstruit l'objet d'un étage, d'un de ces niveaux. Et en fait, si on fait ça, c'est parce que c'est que dans le 3e niveau de construction de l'objet qu'il devient actif. Enfin, que ce soit une tourelle, que ce soit un mortier, que ce soit une hub ou que ce soit une radio. Donc si vous enlevez l'étage, le 3e étage et que vous le passez en étage 2, alors l'objet est inopérationnel. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on va chercher une hub, on détruit le premier étage. Comme ça, on est sûr que les ennemis peuvent plus spawn dessus. Et ensuite, on prend le temps d'aller chercher la radio avec tout le monde. Puisqu'on n'a plus besoin de se préoccuper de savoir si la hub est proxy ou pas. Ce qui m'amène au 2e point, c'est quoi une hub proxy ? Il y a une mécanique dans Squad qui consiste à pouvoir désactiver une hub ennemie simplement par la présence de troupes alliées. Et en fait, il y a une espèce de fourchette, c'est que ce truc-là fonctionne entre 2 et 9 joueurs. Donc c'est-à-dire qu'il faut être au moins 2 pour désactiver une hub ennemie, et au-delà de 9, ça sert à rien. Et donc si vous êtes 2, il faut être à moins de 20 mètres de la hub pour la désactiver. Donc les joueurs ne pourront plus spawn dessus. Et ensuite, c'est à chaque joueur supplémentaire, ça augmente le rayon de 10 mètres. Donc à 3, ça la désactive à 30 mètres. À 4 à 40 mètres, à 5 à 50 mètres, 6, 7, 8 jusqu'à 9 à 90 mètres. Donc il faut être à
moins de 90 mètres, à 9 joueurs. Donc une escouade complète peut désactiver une hab si tout le monde est dans un rayon de 90 mètres de la hab. Donc ça c'est intéressant parce que ça incite les gens à jouer ensemble, mais surtout à pas rush. Parce que si vous êtes, admettons vous êtes 8 membres de la squad, ben vous savez que vous avez juste à vous rapprocher suffisamment, donc à moins de 80 mètres de la hab, pour la désactiver. Et une fois qu'elle est désactivée, ben là vous pouvez juste prendre votre temps, vous installer, éliminer les ennemis petit à petit, vous rapprocher, les étouffer, et pas besoin de rush en fait. Vous pouvez vraiment jouer tactique, mettre vos rôles support qui bloquent les sorties de la hab, les personnels qui ont des pointeurs rouges, des petits viseurs réflexes ou voire des mires, et ben eux ils peuvent lancer l'assaut. Et en fait jouer vraiment tactique, c'est ça que cette mécanique en fait permet. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Et aussi, c'est intéressant parce que si, admettons, vous êtes 3, vous demandez à votre SL de mettre un marqueur sur la hab que vous avez repéré. Et vous savez, en plus, à moins de 30 mètres, votre marqueur est précis au mètre. On se souvient du compas de début de vidéo. Et en fait, voilà, si vous êtes 3, vous savez que si vous êtes à moins de 30 mètres, bah, dans votre tête, vous savez que la hab est proxy. Et ils peuvent plus spawn dessus. Et donc, d'avoir cette information, ça change tout parce que vous allez jouer différemment. Si vous savez que la hab est désactivée, vous allez plus paniquer, vous allez vous cacher, vous allez éliminer un petit peu ce qui peut revenir ou ce qui peut être revive en fait du terrain. Et une fois que ça se calme, bah, là, vous vous rapprochez, vous commencez à décreuser un étage, vous cherchez la radio. Donc c'est des chiffres, tout ça qui sont c'est tous des chiffres qui sont cachés, mais en fait c'est très important de les avoir en tête, que vous soyez squad leader ou pas, que en fait voilà, en tant que joueur d'avoir ces chiffres là c'est vraiment important. C'est des mécaniques un peu de base du jeu mais qui sont pas ni évidentes ni montrées dans Squad, donc voilà, je pense que ça fait partie des trucs importants au niveau des hubs. Ensuite on va parler un petit peu du cooldown que peuvent avoir les hubs. Admettons, vous êtes en défense, vous avez votre hub, et les ennemis étaient 5 à moins de 50 mètres, ça l'a désactivé. Bah, si vous éliminez cette menace, la hub ne sera plus proxy, mais par contre elle va avoir un délai de 30 secondes avant de se réactiver. Pareil, si vous avez un étage qui est déconstruit et que vous le remettez en place, donc vous remettez du niveau 2 au niveau 3, donc elle est de nouveau active, il va y avoir un délai de 30 secondes. C'est cette petite boucle que vous avez sur la map jaune, et une fois que ça a fait tout le tour, paf, ça redevient un point de spawn. Donc ce petit délai-là, c'est à ça qui correspond. Et un truc intéressant aussi, le délai de bleed d'une radio, c'est 1 minute 15. Moi j'ai mesuré 1 minute 17, mais en gros ça doit être ça, j'ai dû me tromper. 1 minute 15 dans le training en tout cas, mais c'est aussi ce qui est indiqué sur le wiki. Donc en fait 1 minute 15 c'est énorme quand vous êtes en attaque, et ça passe tout de suite quand vous êtes en défense. Donc c'est là où on voit que le temps, c'est vraiment un truc, c'est relatif. Mais quand vous êtes en attaque et que vous surveillez le bleed en fait de la radio, 1 minute 15 c'est très long. Ça laisse quand même le temps. Si les ennemis sont pas trop loin, en fait ça leur met alerte rouge tout de suite et ils vont vous foncer dessus. Donc soyez prêts, ou soyez pas seul. Ou si vous êtes ingénieur, soyez malin, mettez une charge dessus, et comme ça quand ils arrivent, y a tout qui pète et eux avec. D'ailleurs en parlant de charge, j'ai noté aussi quelque part... Oui voilà, j'ai noté entre parenthèses la charge de l'ingénieur l'a détruit à 75%. Donc ça fait pas tout, il faut en général mettre quelques coups de pelle dedans, puis placer la charge, et comme ça vous la mettez en bleed. Au niveau de la radio toujours, c'est que vous pouvez évidemment la repérer au niveau du son, et une radio qui est placée, elle fait du bruit dans un rayon de 10 mètres environ. Donc là je vous ai mis quelques enregistrements, je me suis rapproché petit à petit, donc dans le Jensen Range, donc vraiment dans le training, là où il n'y a aucun bruit. Mais quand c'est le bazar, que ça tire dans tous les sens, en réalité c'est bien plus dur de l'entendre. Mais moi je sais qu'à partir, jusqu'à 30 mètres en fait, en milieu très silencieux, je peux l'entendre. Mais quand c'est le bazar, vous l'entendez dans un rayon de 10 mètres. Mais donc c'est assez peu, donc il faut vraiment tendre l'oreille. Après ça dépend avec quoi vous jouez. Si vous jouez avec des haut-parleurs, vous l'entendrez moins bien. Si vous jouez avec des écouteurs, vous allez l'entendre très bien. Mais voilà, une radio, ça fait du bruit. Après le rallye fait aussi du bruit, mais il en fait beaucoup moins et beaucoup moins loin, et de toute façon si vous êtes à moins de 30 mètres, vous le faites disparaître, le rallye ennemi. Mais ça aussi c'est des chiffres intéressants. Un rallye, pour le détruire, faut s'en approcher de 30 mètres, une seule personne peut le détruire.
Toujours au niveau des FOB, donc des radios. Un truc intéressant, c'est pour en placer un, il faut avoir un logis à moins de 30 mètres et un collègue à moins de 30 mètres. Donc pas besoin de coller au derche du SL hein, quand il va placer sa radio. Si vous êtes à côté du logis, bah de toute façon ça suffira puisque le logis et vous devez être dans un rayon de 30 mètres du SL. Donc ça sert à rien de se rapprocher. Un autre truc avec la radio aussi, c'est si vous voulez lui faire des dégâts, bah vous savez qu'avec des explosifs dès la grenade c'est possible. Maintenant la grenade ça va vraiment pas faire grand chose, il va en falloir un paquet. Par contre vous pouvez l'entamer avec de la 12-7 au moins. Donc à partir de 12-7 ou calibre 50, vous commencez à lui faire du dégât. Par contre si vous y allez avec la 7,62 ça fera rien. Là, comme vous pouvez le voir, je vide quasiment un chargeur, il n'y a pas un millimètre qui a bougé. Alors qu'avec la 12-7, tout de suite, ça commence à descendre. Et après, évidemment, tout ce qui est au-dessus, le 30 mm et tout, bon, bah là, ça envoie la sauce, quoi. Mais vous pouvez la détruire comme ça à distance, à partir de la 12-7. Et aussi, un autre truc qui est important à savoir avec la radio, c'est que si l'ennemi vous la détruit, ça vous coûte 20 tickets. Mais si vous la décreusez, ça vous fait perdre aucun ticket. Donc c'est pour ça que votre squad leader parfois va vous demander de décreuser votre radio. C'est pour parce qu'elle a été repérée ou vous avez subi trop d'attaques dessus. Et donc l'idée c'est de la déplacer. Donc par contre il y a tout qui disparaît. Hein. Donc les constructions et les munitions qui sont dedans aussi. C'est pour ça que s'il faut le faire, c'est bien d'avoir un logis à côté, mettre tout ce qui reste dans le logis avant de supprimer la radio, comme ça vous sauvegardez entre guillemets les ressources, hein, les construits et les munes qui sont dessus, pour aller la replacer ailleurs. Hein, donc vous pouvez déplacer une radio comme ça, il n'y a pas de souci, mais il faut tout reconstruire après. Donc ça a un coût en temps et en ressources qui est non négligeable, mais vous pouvez gagner des tickets comme ça, et 20 tickets c'est beaucoup. Donc voilà, comme ça je crois qu'on a fait le tour un petit peu des trucs cachés de la radio. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, à peu près des chiffres cachés de squad. Je trouve cette vidéo pas mal, surtout que là il va y avoir pas mal de nouveaux normalement qui vont débarquer sur le jeu. Allez voir tous les tutos si vous l'avez pas fait, les guides que j'ai pu faire pour les débutants, découvrir les classes, découvrir les modes de jeu. Ils sont toujours d'actualité, à part peut-être quelques informations justement que là normalement sont corrigées. Et là vous avez un petit peu les chiffres cachés du jeu, donc ça devrait être plus clair pour vous. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine, ciao.